Et surtout, on constate que nos écoles primaires, parce que même à partir de nos entourages, des discussions avec des étudiants, avec des enseignants, avec des proches, s'il y a quelques établissements au niveau collège ou lycée où il y a des bibliothèques, pratiquement dans la plupart des écoles primaires, au niveau primaire, ces bibliothèques sont absentes. Autre chose, il n'y a pas de spécialiste pour gérer ces bibliothèques quand elles existent. Dans certains lycées, collèges, on va trouver quelques bibliothèques, mais on remarque que le gérant de cette bibliothèque, ce n'est pas un spécialiste. Aussi, l'usage de ces bibliothèques, quand elles existent, c'est vraiment un usage très très limité. Donc, les gens lisent de moins en moins le livre, et donc même si on utilise la bibliothèque par les élèves, on va les voir visiter la bibliothèque pour se rencontrer, pour réviser des leçons, pour donc faire un travail, leurs devoirs, et pas pour exploiter les ressources de la bibliothèque. Donc on a une image négative de cette bibliothèque, absence de budget quasiment dans tous les établissements. Il n'y a pas de structure, que ce soit au niveau régional ou au niveau central, qui s'intéresse à ces bibliothèques. Donc, on a dit ce matin qu'il y a presque 6 000 ou 8 500 établissements au niveau, de différents niveaux en Tunisie, mais il n'y a pas une structure, que ce soit au niveau des directions régionales, que ce soit au niveau du ministère, qui s'occupe du développement de ces bibliothèques ou de la mise en place et de l'alimentation de ces bibliothèques avec des ressources humaines. Donc, pour notre méthodologie, on est parti, si vous voulez, de visites de bibliothèques. À vrai dire, ce n'était pas mes visites à moi, mais c'était les visites de mes étudiants dans le cadre des cours dont je vous ai parlé. Donc, dans le cadre du cours bibliothèque scolaire, que j'avais enseigné sur 3 années, 2015, 16, 16, 17, 18, je pense. Donc là, c'est le résultat de 2 années universitaires où j'avais chargé les étudiants librement de visiter, de chercher, si vous voulez, un noyau de bibliothèque dans leur entourage, que ce soit dans la ville où ils étudient, c'est-à-dire le Grand Tunis, que ce soit dans leur ville natale où ils ont fait leurs études primaires, secondaires, collèges, etc. Et donc, c'était vraiment des institutions réparties sur la Tunisie du nord au sud. Et l'idée, c'était au moins d'avoir un noyau de bibliothèque dans cet établissement scolaire. Un noyau, c'est-à-dire un petit bâtiment, une salle où on va trouver un fond de documents. Par la suite, on pourra avoir ce petit local fermé, ou bien l'essentiel, il y a un noyau. J'ai demandé à ces élèves, à ces étudiants, donc d'organiser une visite, avec des demandes, etc., des autorisations, des lettres officielles à partir de notre institut, etc. L'essentiel, c'est d'organiser des visites et donc des observations sur place et des entretiens avec des responsables, avec le directeur de l'établissement si possible, avec le surveillant général, avec le responsable de la bibliothèque s'il existe, etc., etc. Et donc, c'était des visites individuelles ou en binôme pour collecter un certain nombre de données concernant donc l'établissement en général, nombre d'élèves, nombre d'enseignants, etc. Et surtout pour la bibliothèque, son emplacement, le local, l'aménagement, le mobilier, le fonds, la constitution du fonds, etc., etc. Et donc, là,
J'ai récolté des résultats, donc les étudiants venaient exposer leur visite en classe et en discuter sur l'état par rapport aux normes, etc., par rapport à plusieurs indicateurs, etc. Donc là, j'ai analysé les données de 60 établissements, dont 44 lycées, 13 collèges et 3 écoles primaires, la plupart dans le secteur public, 2 institutions seulement étaient dans le secteur privé. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc je vais essayer dans les résultats de comparer un peu par rapport aux indicateurs, aux normes que devrait être une bibliothèque scolaire. Donc ce qui est en jaune, c'est ce que devrait être une bibliothèque scolaire au niveau du bâtiment par exemple. Donc normalement un bâtiment de bibliothèque scolaire est un espace accueillant avec une superficie, si vous voulez, adaptée pour accueillir les différents documents et les utilisateurs, etc. De préférence avoir une localisation centrale au rez-de-chaussée pour que les personnes, si vous voulez, qui ont des problèmes de déplacement, handicapés, etc., peuvent accéder à la bibliothèque, pour qu'elle soit aussi accessible et de proximité des élèves. Le problème de bruit, donc séparation, etc., lumière, température, etc. Qu'est-ce qu'on a trouvé donc, dans ces 60 bibliothèques? Bon, il y a quelques bibliothèques qui ont un emplacement correct quand même, mais il y a plusieurs bibliothèques qui sont à l'étage. Bon, malheureusement, une bibliothécaire qui était là, et dans sa bibliothèque, elle est très intéressante, mais très intéressante au niveau aménagement, etc., mais elle était à l'étage, au fond du couloir. Et donc, même au niveau de l'accessibilité, c'était un peu difficile. Et la visibilité de cette bibliothèque par rapport aux membres de l'établissement, que ce soit enseignants, que ce soit surtout les élèves, ne voyaient pas cette bibliothèque. Il y a certaines bibliothèques qui sont dans un coin isolé, derrière le stade de sport, etc. Donc, c'était vraiment des problèmes pour cela, derrière le réfectoire parfois. Souvent, absence d'indication de la bibliothèque. Donc, il n'y a pas le signalétique, il est presque absent. Pour la superficie, ça varie. Il y en a même des bibliothèques qui sont de petites salles, un petit dépôt dans lequel il n'y a même pas de table, quelques petits rayonnages où on stockait des livres uniquement, et qui est fermé dans la plupart du temps, la clé chez le surveillant général, chez le directeur, etc. Et quand un enseignant aura besoin d'un livre dans le cadre des cours, il va ramener les livres pour ses élèves. Donc la moyenne à peu près c'était 40 mètres carrés, qui est donc une superficie très très minime dans ces genres de bibliothèques. Pour le mobilier, donc on demande à ce que le mobilier soit robuste, durable et doit adapter, si vous voulez, aux utilisateurs. Si on est dans un cadre, si vous voulez, un niveau primaire, on ne va pas avoir des chaises ou bien des tables. Donc il faut avoir un mobilier assez adapté et donc qui va répondre aux exigences de cette population. Qu'est-ce qu'on va trouver donc dans nos 60 bibliothèques? Dans la plupart du temps, un mobilier non adapté au niveau des tables. Donc c'est des tables très grandes parfois. Donc tout ce qui n'a pas d'usage dans l'établissement, il va être dans la bibliothèque, généralement. Des chaises de rayonnage qui sont utilisées aussi non adaptées. Parfois, on va trouver des rayonnages qui sont de 2,5 mètres ou jusqu'au plafond. Et ça, c'est déconseillé dans les bibliothèques, surtout pour des niveaux scolaires.
Le nombre de tables et de chaises est souvent très limité, surtout que la plupart des bibliothèques sont utilisées comme salle de permanence. Donc, les bibliothèques, on va avoir cette bibliothèque comme salle de cours, salle de permanence, et parfois, comme l'a dit ce matin Sibin Salah, c'est renversé en salle de cours quand on en a besoin. Donc ça sera une salle de cours et dans la plupart du temps c'est pour aussi les élèves pour réviser leurs cours. Les rayonnages et les armoires utilisées sont souvent non adaptés et parfois en nombre insuffisant. C'est pour cela qu'on va trouver des livres dans des boîtes d'archives ou bien entassés sur des tables, sous des tables, etc., dans des armoires fermées, etc. Et dans l'usage, si vous voulez, est très peu utilisé. Donc pour la nature du fonds documentaire, normalement on doit avoir un fonds assez varié, assez variable et qui contient un fonds documentaire classique, papier, etc., mais aussi un fonds audiovisuel, électronique, etc. Avec, donc, ça a été dit ce matin, la question du développement des collections. Il faut avoir un fonds qui s'enrichit périodiquement. C'est pas on crée la bibliothèque cette année et on est pour une dizaine d'années sans aucun changement, aucun ajout de livres ou autre. Des collections répondant aux besoins d'apprentissage des élèves, mais aussi on doit avoir d'autres collections professionnelles, que ce soit pour le personnel ou pour des anciens élèves, etc., et aussi un fonds de loisirs, parce que la bibliothèque, c'est pas un lieu d'apprentissage uniquement, c'est un lieu de détente, de loisirs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans nos bibliothèques? Le fonds est assez limité. Généralement, c'est des romans imposés par le ministère. Les titres, donc, on connaît en Tunisie les titres, ceux qui ont étudié, surtout dans les sections lettres, etc., les titres dans nos bibliothèques, dans nos lycées, si vous voulez. Philo, histoire, parfois géographie, mais pas plus. Presque une absence totale de toutes les matières scientifiques. Jamais un scientifique, par exemple dans les branches sciences naturelles, mathématiques, etc., ne consulte la bibliothèque parce qu'il ne va rien trouver pratiquement. Nos bibliothèques sont réservées aux littéraires. La langue aussi, on a uniquement, pratiquement la plupart en langue arabe et si vous voulez, si vous voulez, on a quand même hérité un fonds français, donc très peu en anglais. On va trouver en anglais, mais très peu. L'essentiel des autres langues, généralement, c'est très peu utilisé. On va trouver aussi des manuels scolaires. La question des manuels scolaires, c'est généralement dans les lycées, on collecte, quand il y a une bibliothèque, on va collecter les manuels scolaires à la fin de l'année. On ouvre des collectes pour les anciens élèves. Tu es en 7e année, en première année secondaire, etc. Tu laisses tes livres, tes manuels, pour que les prochains élèves, l'année suivante, ils vont exploiter ces livres-là. Donc, c'est pour cela qu'on va trouver beaucoup de manuels scolaires, des copies d'examen, des parascolaires, mais pratiquement pas de mise à jour et aucune politique documentaire. Bon, on a discuté tout à l'heure au resto concernant la politique documentaire. Dans un établissement scolaire, dans une bibliothèque scolaire, on ne devrait pas accepter tout type de livres, tout type de documents, parce qu'on est devant quand même des élèves à un âge bien précis, etc. Et donc, il faut avoir des commissions de la bibliothèque qui décident qu'est-ce qui va être dans les collections et qu'est-ce qui ne devrait pas être. Absence de ressources numériques, pratiquement, il n'y a pas de ressources numériques dans ces bibliothèques. Pour le traitement, pratiquement les 60 bibliothèques visitées, aucune informatisation de ces bibliothèques.
Il y a parfois de l'inventaire, un cahier d'inventaire manuel, et dans plusieurs cas, les responsables de ces bibliothèques ou le directeur, etc., n'ont aucune idée du volume du fonds existant. Même pas de quantifier ce qui existe, donc on n'a pas d'idée. Il y a 2 bibliothèques seulement qui utilisent l'outil informatique, l'une avec un outil très ancien CDSIS, l'autre utiliser donc Excel pour, si vous voulez, introduire des références. Certaines bibliothèques n'ont aucun outil de traitement et n'ont pas de registre d'inventaire aussi. Et le classement est généralement par langue, par type, etc. Donc, vous voyez le rangement des documents sur rayonnage, comment il se fait, dans le sens horizontal, pas vertical. Donc là, c'est parce qu'il n'y a pas de spécialiste. C'est des gens qui travaillent dans des bibliothèques, ils n'ont aucune idée comment classer des livres sur un rayonnage. Donc vous voyez le résultat que, bon, ça a l'air d'être organisé, mais ce n'est pas dans une bibliothèque. Ça pourrait être dans d'autres la même chose. Donc vous voyez comment c'est organisé ici. C'est quoi ça? C'est de paperasse, on n'a aucune idée de ce qui existe. Bon, vous voyez même des insecticides, c'est avec des documents, etc. Donc on a du tout. Bon, c'est pas voulu mettre des photos parfois choquantes parce que, bon, c'est pas le. Bon, pour l'usage, si vous voulez, de ces bibliothèques, ou bien le nombre de documents, j'ai essayé de faire des statistiques à partir des chiffres quand elles existent dans les bibliothèques par rapport au nombre si vous voulez, d'usagers potentiels, c'est-à-dire d'élèves, enseignants, etc. Bon, dans la norme, il faut avoir à peu près 10, minimum 10 livres par membre de la communauté scolaire, par élève ou tout type d'utilisateur. Mais ce qu'on a trouvé, à peu près, c'est 3 livres dans les 60 bibliothèques qui existent. Parce qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers d'établissements qui n'ont pas de bibliothèque. Donc, dans les bibliothèques qui existent, on a 3 documents par élève ou par membre de la communauté scolaire ici. Donc, la moyenne, à peu près 76 par établissement et 780 élèves. Donc, c'est une moyenne de 100, bien sûr, ça varie. Parfois, on va trouver des établissements avec 200 élèves et d'autres avec 3000 élèves, donc ça dépend. Mais là, c'est des chiffres, donc j'ai introduit les données sur Excel et j'ai essayé de faire des moyennes. Pour le personnel, sur les 60 bibliothèques visitées, 3 seulement sont gérées par des professionnels, par des spécialistes diplômés de l'ISD. Le reste, c'est des professeurs, des profs d'arabe, de français, comme on a dit, qui ont des problèmes de santé parfois, des agents d'administration, etc., des techniciens. Parfois, la bibliothèque elle est fermée parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc vraiment, certaines bibliothèques aussi sont utilisées. Donc c'était un cas. Le local de la bibliothèque, déjà c'était 12 ou 15 mètres carrés, mais c'est utilisé pour le bureau du directeur adjoint. C'était dans une école primaire. C'est le bureau du directeur, et donc on a des livres aussi. Pour l'usage, donc ces bibliothèques sont souvent fréquentées pendant les heures creuses, donc pas vraiment des usages pour lire, etc. Utilisées pour la révision, parfois pour manger, pour prendre le sandwich, etc., boire un café. Souvent utilisées comme salle de permanence.
Certaines bibliothèques utilisées comme salle de cours. Bon, peut-être c'est un point positif pour l'animation, il y a quand même certaines bibliothèques qui organisent des activités culturelles. Quand le bibliothécaire est prof de musique, donc il va créer un club de musique au sein de la bibliothèque, des activités de théâtre, etc. Donc il y a quand même quelques activités culturelles dans ces bibliothèques. Un autre, si vous voulez, point négatif, l'image négative de la bibliothèque, quand un élève est exclu par l'enseignant, on lui dit « tu vas passer ta punition dans la bibliothèque ». Et là, donc, quelle image de la bibliothèque on a les utilisateurs de la bibliothèque sont principalement des élèves, on l'a dit tout à l'heure, de la filière lettres, mais pas des scientifiques. Certains enseignants obligent les élèves à lire certains romans, donc on dit à l'élève, tu dois lire tel titre et il va l'emprunter à la bibliothèque pour le consulter, ou bien dans des cours de langue, français, anglais, on fait appel à des dictionnaires, etc. pour l'usage. Donc voilà une bibliothèque devenue une salle de cours, aménagée avec le tableau, quand même, il y a quelque part des bonnes expériences dans ces bibliothèques. La première, bon, je vais nommer des établissements ici. La première, c'est le lycée Grombelia. Lycée secondaire, il est assez conséquent, il y a plus de 1000 élèves, je pense. Et là, dans les années 2012-2013, je pense, il y avait un enseignant de français, donc un prof de français, qui a pris en charge la bibliothèque, qui était auparavant une mosquée, des lycées, etc., auquel on a aménagé plusieurs des fonds, etc. Et donc, il a fait participer les élèves dans l'aménagement de la bibliothèque. Et là, vous voyez que les élèves ont dépoussiéré les livres, ont organisé les livres, ont inventorié ces livres, etc., etc. Et ils ont participé même à la peinture du local, etc. Et la création donc le matin on a dit le jardin, le livre, la bibliothèque, le jardin. Ils ont même créé un petit jardin devant la bibliothèque. Et ces élèves ont créé un club de volontaires qui gérait la bibliothèque. Donc, selon leur emploi du temps, ils vont gérer la bibliothèque avec donc des tenues, des badges, etc. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Là, une autre expérience du lycée Gourba Hannaba, donc à la Manouba. Là, c'est l'ancienne bibliothèque et donc un de nos diplômés a été désigné dans ce lycée-là et donc il a réaménagé la bibliothèque. Donc là, c'est l'état de la bibliothèque comme il l'a trouvé. C'était un local derrière le réfectoire, dans un coin délaissé, etc. Les livres, vous voyez dans quel état. Et donc le bonhomme, il a travaillé avec les élèves encore. Donc il a fait participer les élèves pour travailler sur ces fonds et réaménager la bibliothèque. Et vous voyez le résultat après. Donc avec ce résultat de livre, d'organisation, bien sûr, il a créé toute une activité autour des clubs, etc. Et il y a de l'animation, il y a une vraie vie de bibliothèque. Autre bonne expérience aussi, bon, je n'ai pas une idée claire sur ces espaces, donc c'est écrit en arabe, espace des ressources et d'information. Donc là, c'était des projets au niveau du ministère qui ont aménagé des bibliothèques dans certains établissements comme étant des espaces de ressources et d'information. C'est un peu espace de ressources et d'apprentissage.
ou bien une bibliothèque numérique dans laquelle donc, il y a la notion de la bibliothèque classique avec des livres, des périodiques, etc. Mais aussi, il y a un espace numérique, et donc il y a des ordinateurs connectés, etc. etc. Et là, sur les 60 que les élèves, que les étudiants ont visités, il y en a 3. Lycée Ibn Zohar à Testour, dans le gouvernorat de Béja, lycée Mezitmim à Nabeul, ou collège Fatah à Kassri. Donc, généralement, dans ces bibliothèques, l'espace est assez intéressant et il y a même plusieurs salles dans la bibliothèque, donc plusieurs espaces avec des espaces de projection, des espaces numériques, etc. Voilà, donc pour conclure, la plupart de ces établissements qui disposent des bibliothèques n'offrent aucun service aux usagers. Pratiquement, on va gérer les livres avec ou sans technique documentaire. La plupart des bibliothèques est gérée par des non-spécialistes, soit des enseignants, soit des surveillants ou encore des agents administratifs. Ces bibliothèques sont marginalisées à tous les niveaux. Il n'y a pas de budget. On n'en a pas parlé de budget, mais pratiquement, il n'y a pas de budget alloué à la bibliothèque. Généralement, même les acquisitions sont faites au niveau central, au niveau du ministère, après des années. Et quand il y a donc des arrivages, c'est-à-dire des acquisitions, on va les orienter vers les directions régionales. Et c'est les directions régionales qui vont, si vous voulez, affecter des cartons aux établissements, je ne sais pas comment, mais c'est la réalité. La bibliothèque n'a pas de place dans l'organisation générale de l'établissement scolaire, ni dans le système éducatif en général. Donc il n'y a pas la notion de bibliothèque et on l'a vu ce matin aussi dans les textes législatifs, il n'y a pas de bibliothèque dans ces textes non plus. Donc, comme recommandation, proposition de solution, l'aménagement des bibliothèques avec une superficie suffisante et un aménagement adéquat dans les établissements scolaires, surtout au niveau primaire. Donc là, j'insiste sur le niveau primaire, parce que c'est le premier contact de l'élève avec le livre, avec la bibliothèque. Et si l'élève, il va, si vous voulez, visiter la bibliothèque, utiliser la bibliothèque dès le jeune âge, après, il va avoir ses traditions de lecture, de visite de bibliothèque, etc. Le recrutement de spécialistes dans le domaine pour une bonne gestion de ces bibliothèques et pour si vous voulez, l'animation et une vie pour ces bibliothèques. Constituer une commission de la bibliothèque et faire participer les élèves et les enseignants. Donc il ne suffit pas d'acheter des livres ou bien d'acquérir des livres par dents. Je ne sais pas d'où. Là, donc il faut faire attention à ces dents-là. Ce n'est pas toujours des dents, si vous voulez, des bonnes occasions, comme on dit. Il faut bien faire attention à ces dents-là. Allouer un budget aux acquisitions de différents types de ressources. S'ouvrir sur d'autres ressources que les ressources classiques. Donc, on a des élèves qui sont branchés numériques et qui utilisent beaucoup le numérique. Et donc, il faut bien adapter le fonds avec cette nouvelle tendance. Faire participer la société civile pour mettre en place des bibliothèques scolaires et enrichir le fonds et animer les bibliothèques. C'est ce que notre association APSTA est en train de faire. Voilà, je vous remercie pour... Merci Mohamed. Pour ce qui est des statistiques, juste une information et rectification. Le port du livre, le ministère de l'Éducation nationale a présenté des brochures, il y a des statistiques
de 2017-2018. Alors, je vais en parler, peut-être on pourra aussi avoir le document. Bibliothèque primaire, il y a à peine 10% d'écoles primaires qui ont soit une bibliothèque, soit une salle de lecture, mais c'est bibliothèque dans le sens que la compréhension tunisienne de bibliothèque, ce qu'on appelle nous bibliothèque. Et au niveau du préparatoire et des lycées, il y a presque 90% qui ont déclaré avoir une bibliothèque ou une salle de lecture, mais c'est dans l'état bibliothèque, ça peut se réduire à une simple armoire où il y a des livres en fait. Voilà, donc nous, c'est vrai que nous avons beaucoup de travail, de pain sur la planche pour sauver notre jeunesse, tout simplement. Je n'en dis pas plus là pour l'instant. Je laisse la parole peut-être à des questions, ou bien, oui, à vous, madame. Madame Plante, ensuite, monsieur Jarry, à vous, madame. Ou est-ce que c'est seulement les gens qui travaillent à la bibliothèque qui deviennent du jour au lendemain bibliothécaires scolaires pour pallier aux besoins? Ou les gens de la société civile qui font le travail parce qu'ils n'ont même pas le droit d'entrer dans les établissements. Donc c'est uniquement les élèves, donc les agents ou les personnes qui sont affectées à la bibliothèque qui quand même encadrent un peu les élèves dans certains travaux. Un peu que la deuxième édition de l'SMSI après la Suisse, c'est la Tunisie. Donc, nous avons retenu un mot, donc devant la société civile, on avait la société, donc, justement, la RACME, comment on peut dire en français, justement, RACME, donc la société numérique. Donc, je voudrais poser une question à M. Vincent, en se rappelant un peu de slide numéro 7 et numéro 8. Je me suis inspiré de ça pour vous poser une question au terme du benchmark modèle français, 25 ans d'expérience, donc vous avez fait votre tournant en 2015, pour lire votre histoire et votre historique et se baser sur les insuffisances et les dysfonctionnements pour se fixer sur une nouvelle stratégie, et vous demander, à votre avis, quelle est la différence entre la digitalisation d'un processus et la numérisation d'un processus. Digitalisation et numérisation. Enfin, par rapport à la culture numérique, bien sûr. Enfin, vous avez moi j'ai une approche signalé au niveau de la slide numéro 6. Ouais, moi j'ai une lecture très, par rapport à votre question, très science, gestion du document en fait. C'est-à-dire que pour moi la digitalisation, elle correspond à la première phase d'entrée du numérique dans les établissements scolaires, c'est-à-dire en fait la phase qui a consisté moi, je me permets de vous couper, donc ouais. Pas en termes de GED, mais en termes d'ERP, si c'est possible. Non, ça ne sera pas possible. Non. Par rapport au supply chain et par rapport au blockchain. Non, je ne peux pas vous dire. Pour moi, le premier point, je vais reprendre, la digitalisation, c'est la phase intermédiaire que nous avons dans les CDI, parce que je ne vais parler que des CDI aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qui a consisté à mettre à disposition un ensemble de ressources qui ont été plutôt numérisées par les équipes pédagogiques ou les documentalistes. Donc numériser, scanner. Voilà, numériser, scanner, effectivement. C'est-à-dire en PDF. Essentiellement en PDF, parfois même d'autres bricolages plus anciens. Système D. Oui, tout à fait, oui, on est bien d'accord. Enfin, excusez-moi, pour être direct, pour moi, ce n'est pas un problème de format, c'est un problème de ce qu'on fait avec les documents. Voilà, donc en fait, la digitalisation, elle a consisté dans un premier temps, effectivement, à digitaliser les documents qui n'étaient pas des documents natifs, mais qui étaient des documents qui avaient une existence physique, etc., et qui ont été mis à disposition. Résultat de ça, ce n'est pas spécifique aux établissements scolaires, c'est que souvent on a annoncé une forme de modernité dans l'apprentissage qui était en fait une forme de nouvelle médiation
de ressources qui étaient mises à disposition, qui n'étaient pas attractives, qui étaient figées, qui étaient entre guillemets des photographies, des documents Donc le statiques. fameux EMI. Oui. Enfin non, pas l'EMI. Ensuite, la deuxième phase, c'est la numérisation. L'approche 4C de Rodin. Non, attendez, laissez-moi finir parce qu'on ne va pas s'en sortir, je vous assure. Non, parce que j'ai rien saisi. D'accord. Franchement, Bon, alors, ensuite, la deuxième... j'essaie de vous orienter pour pouvoir me répondre. D'accord. La deuxième phase, c'est plutôt les politiques numériques qui ont été relayées par le ministère, le centre de documentation pédagogique, les réseaux régionaux que j'ai cités, etc. Donc là, l'exercice a été beaucoup plus ambitieux. C'est celui de produire des ressources numériques scénarisées, c'est-à-dire avec des montages de capsules vidéo, derrière des exercices d'évaluation dynamiques, plus ou moins dynamiques, de la ressource multiple, stockée parfois donc, sur le système d'information de l'établissement ou mise à disposition. Là, on arrive quand même à des productions qui sont plus abouties, qui sont surtout beaucoup plus vivantes, parce que justement elles sollicitent la participation des élèves autour des projets pédagogiques dont je parlais, etc. Le constat que l'on fait, c'est que ceci est extrêmement chronophage. Comme j'essaie de le dire, ça repose beaucoup sur une pédagogie de projet. Et donc ça veut dire que c'est chronophage, ça veut dire que ça mobilise beaucoup de compétences les unes et les autres, et donc on n'est plus du tout sur la même organisation scolaire derrière. C'est plus le documentaliste ou le professeur qui numérise ces documents pour les mettre à disposition, c'est un projet d'accompagnement pédagogique où effectivement on a des ressources beaucoup mieux élaborées, etc. Ce problème-là, on le retrouve dans les établissements scolaires comme généralement on le retrouve aussi dans les universités. Ça, c'est de l'efficacité de la formation en ligne. Alors, vous m'interrogez, si j'ai bien compris, sur l'EMI. Je suis allé un peu vite et je m'en excuse. L'EMI, l'origine de l'EMI, je répète, c'est éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs pédagogiques pour former les élèves aux médias et à l'information. Le premier, le début de cette expérience, c'est les années 1983-1984. C'est avec Jacques Gonnet. Et ce n'était pas du tout une entrée qui associait en priorité le professeur documentaliste, ça associait tous les enseignants. Et le principe était simple, c'était de décrypter comment les médias de masse, la presse, la télévision, la radio, qu'est-ce qui faisait qu'un événement devenait une information, c'est-à-dire un article, un reportage, etc. Et ça a duré de 1980 à peu près aux années 2000. Et puis là, récemment, le ministère, ce que je disais en introduction, par rapport à des faits d'actualité cruelle, etc., a décidé de reconvoquer l'éducation aux médias et à l'information. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'EMI, c'est que d'abord, on s'appuie sur la réalisation de projets par les élèves. Un peu ce que vous disiez, vous, chers collègues, dans les bonnes pratiques. On part de l'idée de produire, de faire produire les élèves. Le deuxième élément important, c'est qu'on part de phénomènes d'actualité. Donc un petit peu, entre guillemets, sensible, ou en tout cas qui va attirer. Je vous mets au défi, je suis sûr que dans les prochaines semaines en France, parmi les thématiques qui vont être choisies, sera évoqué, par exemple, l'incendie hier soir de Notre-Dame de Paris, les incidences sur un patrimoine, nation, culture nationale, etc. etc. D'accord ? On aura aussi d'ailleurs des phénomènes d'analyse de fake news. Est-ce que c'est vraiment accidentel que ce qui s'est produit, ou est-ce qu'on nous cache la vérité? Ça, je vous le parie, qu'on va avoir le phénomène du fake news. Et à partir de ces phénomènes-là, on déstructure, on analyse les médias et on produit. Ce qu'il y a d'intéressant, le troisième levier, c'est que le texte dit l'éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas que le territoire, le domaine du professeur documentaliste, ça concerne toutes les disciplines. Et c'est là qu'il y a un changement, me semble-t-il, vraiment un changement de paradigme. Et c'est pour ça que je ne me permets pas de donner des conseils, mais il me semble que tout système éducatif, actuellement en 2019, qui souhaite renforcer la question de la documentation scolaire et des bibliothèques scolaires dans son système éducatif, ce que je crois avoir deviné à travers l'appel à communication et ce que j'entends depuis ce matin, a, me semble-t-il, tout intérêt de jouer sur deux registres. Un premier registre qui est d'asseoir une profession à travers les documentalistes, les bibliothécaires scolaires, et un espace, la bibliothèque scolaire, ce que vous avez tous très bien fait, et notamment ce que vous avez dit, monsieur, qui est
central, hein, avoir un lieu, une personne ressource, et effectivement s'appuyer sur les bonnes pratiques, hein, pour les essaimer, ces bonnes pratiques. Mais le deuxième point qui est fondamental, c'est qu'un projet éducatif autour de l'information et des médias et du document, c'est la cause de toutes les disciplines. Et ce n'est pas qu'une spécificité info-documentaire, car de l'expérience que nous avons, ceci nous enferme vers des formes de lecture extrêmement fermées, parfois techniques, parfois procédurales, au détriment d'une analyse complexe de la production des contenus. On en parlait pas plus tard que tout à l'heure, pendant le repas aussi, hein, j'étais avec Madame la Présidente, vous me l'accorderez, hein, on parlait de phénomènes, par exemple, sociaux, qui demandent de décrypter les logiques cachées. Je vais prendre l'exemple de ce midi, hein, nous évoquions les politiques de production des manuels scolaires. Voilà une question fondamentale d'information. Derrière les éditeurs, je vous rappelle qu'en France, nous avons l'ouverture du marché du manuel scolaire à des entreprises privées. Derrière les manuels scolaires que l'on utilise, par exemple, ou les documents que l'on utilise dans les bibliothèques scolaires, qui sont les éditeurs? Quelles sont leurs stratégies commerciales et leurs stratégies économiques, etc. Et là, on touche fondamentalement des questions de positionnement du citoyen, donc, face aux médias et face aux documents. Et j'attire votre attention très sérieusement sur ce point-là. On s'offusque de voir des enfants ou des adolescents jouer à des jeux électroniques. On s'offusque de constater qu'ils consultent et qu'ils regardent des émissions de télévision consuméristes, etc., que l'on dénonce, et on ne s'interroge pas parfois sur les documents que nous mettons entre les mains des élèves, d'une manière générale, que nous soyons parents, que nous soyons animateurs d'associations, que nous soyons enseignants. Or, ces documents ne sont pas neutres, ils s'inscrivent dans des politiques éditoriales qui ont des logiques consuméristes, des logiques éditoriales, etc. Et vous voyez où je veux en venir, on en parlait ce midi, il y a derrière les logiques éditoriales de vrais enjeux de citoyenneté, des enjeux politiques. Et c'est de ça, voilà. Alors après, blockchain, pas blockchain, format PDF ou autre, à mon avis, n'en prenez pas ombrage, hein. C'est un faux débat. C'est un débat technico-technique, et plus on raisonne technique et uniquement technique, plus on s'appauvrit en termes d'analyse stratégique de l'information. Et c'est ce que j'ai essayé très modestement d'évoquer ce matin en quelques minutes. Merci. Monsieur Niquet, qu'est-ce que vous entendez dire par maîtrise opératoire et maîtrise compréhensive tout à l'heure? Je ne sais pas si ça vous parle. Pour que je puisse poser la deuxième question. Comme le spectacle, au revoir, et revenez le lendemain en tournée, donc je reviens à la tribune. Pour moi, la maîtrise opératoire, la maîtrise opératoire, c'est ce qui va consister à se donner comme objectif pédagogique de faire que l'élève maîtrise l'outil qu'on lui met à disposition. Un petit exemple? Un petit exemple, par exemple, ce que nous avons vécu, voire subi pendant quelques années sur les opérateurs booléens. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des logiques plutôt de deuxième génération et d'intelligence artificielle, etc., on a quand même des outils qui permettent, par déduction maintenant, par exemple, quasiment de gommer les opérateurs booléens. Quand on fait des vrais tests, on n'a pas énormément d'écart dans les résultats obtenus. On investit dans l'opératoire en se disant que si l'élève maîtrise l'opérationnalité, il va bien entendu maîtriser un savoir. L'opérateur, tel qu'on l'a traité, voilà, il ne pourrait pas nativement comprendre l'opératoire s'il ne comprend pas. Alors, son opératoire, il est relié par la compréhensive. Donc là, est-ce que vous voulez dire que la maîtrise compréhensive, c'est ce qu'il faut lui apprendre, à pratiquer? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La maîtrise compréhensive, c'est juste avant les opérateurs booléens. C'est la première génération de l'information scientifique et technique, par exemple. C'est-à-dire, c'est lorsque vous aviez les premières bases de données en information scientifique et technique qui vous demandaient, pour interroger un catalogue, non seulement de maîtriser les opérateurs booléens, mais de considérer ce qu'était une équation de recherche. L'équation de recherche, elle renvoyait à des modèles mathématiques. Ils n'étaient pas magico-religieux, si j'ose dire, ils n'étaient pas là comme ça avec le miracle de l'outil, mais vous appreniez à structurer une équation de recherche avec
des systèmes de troncature, des équivalences, etc., qui permettaient, à travers un langage vivant qui était l'équation mathématique, de retrouver des ressources, y compris des ressources auxquelles vous n'aviez pas initialement compté. Et ce rapport-là, pour moi, il est fondamental. Si on veut réactualiser, par exemple, la logique algorithmique maintenant, il y a deux solutions. Soit vous utilisez des outils qui mobilisent des algorithmes qui vous dépassent, pensée magico-religieuse, hein, l'outil est là, l'outil est miraculeux. Ça, c'est la pensée opératoire qui consiste juste à utiliser et espérer avoir un certain nombre de réponses, où il y a une deuxième logique qui est de faire que l'algorithmie est un langage vivant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, le système éducatif français ouvre une nouvelle voie qui va être donc un nouveau CAPES sur les cultures numériques, et notamment dans ce CAPES-là, très peu de postes, 50 postes ouverts l'année prochaine, je crois, de mémoire. Dans cette logique-là, donc, dans les cultures numériques, est inclus une partie qui est justement la compréhension de l'algorithmie. Voilà. Et donc vous voyez le rapprochement dans ce cas-là, si on est en épistémologie des savoirs, hein, c'est-à-dire que là on rapproche par exemple une pensée scientifique mathématique avec par exemple la pensée informatique et par extension les sciences de l'information. Voilà le genre de pensée complexe. Si j'ai bien compris, c'est au niveau du spécialiste d'information, du bibliothécaire enseignant, du documentaliste, là, les différentes descriptions qu'on peut dire, c'est là où on doit agir. Est-ce qu'on doit agir sur le spécialiste d'information ou alors sur le professeur? Parce que je ne vous cache pas, moi à la maison je suis enseignante parce que je dois enseigner à mes enfants, mais en même temps je suis là au fond de moi la bibliothécaire qui fait manipuler les méthodologies de recherche adéquates, chacun à son âge. Donc là je ne vous cache pas, là on est en spécialiste d'information, notre système maîtrise ou LMD, d'accord, il nous fait enseigner comment être un bon bibliothécaire, documentaliste, archiviste. Mais là, on est en branche commune. Moi, personnellement, on est apte à travailler dans n'importe quel secteur du métier. Ce n'est pas le même cas en France, parce qu'en France, un documentaliste n'est jamais un bibliothécaire, il ne pourra jamais être un bibliothécaire, vu même le terrain du travail. C'est très différent normativement, juridiquement, etc. Donc là, si on revient à notre bibliothèque scolaire, on a déjà du mal à voir les enseignants. Est-ce qu'il faut agir sur les enseignants? Donc ils vont nous prendre nos embauches. Le CAPES, je ne sais pas la bonne solution parce que non, ici on va être sous le CAPES. Et bien le CAPES, on prend par ordre d'ancienneté et pas de mérite. Et vous pensez à l'enseignant qui est déjà 10 ans en philosophie, il va occuper le poste d'un enseignant en primaire, en école de base, il ne sait même pas c'est quoi un opérateur booléen, donc la maîtrise opératoire est compréhensible, il est loin de là, il ne sait même pas la souris de l'ordinateur, je n'exagère pas, mais s'il y a des mamans ici, je vous confirme que pour un travail de recherche sur les plantes, on a un Publinet, 1 euro, un dinar saxon, c'est l'équivalent de 0,3 euros. Et on fait le tirage d'un travail de recherche sur les plantes qui est un duplicata entre 30 élèves. Et l'enseignant, il est incapable, parce qu'il a une charge de cours, je vous assure, une charge de cours infernale. Donc là, à un niveau de réflexion, moi je dis, vraiment, où est-ce qu'il faut agir? Où est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que ce flair de documentaliste enfant, de citoyen, il commence à avoir cette maîtrise compréhensible. Moi, je préfère agir sur l'enfant, l'entourage, comment il faut à chacun donner une petite part de travail. Et là, je respecte l'expérience française, c'est trop loin de ce qu'on dit, parce que la ville de Paris, c'est une bibliothèque là où il y a des bouquins. Mais quand on a mis le projet de bibliothèque numérique, il y avait 639 lectures numériques le premier jour de l'inauguration, mais les livres, ils continuent quand même avec le même record de prêts à être prêtés. Donc, vraiment, les bibliothèques scolaires, c'est un enjeu vraiment là qui se situe au cœur de l'éducation et du culturisme citoyen-enfant, je veux dire. Oui, enfin, je l'ai bien dit en réponse liminaire, en préambule.
Ce n'est pas parce qu'on présente une situation qu'on émet l'hypothèse qu'elle est transférable. Enfin, j'ai une faiblesse, c'est que j'ai fait des études d'anthropologie sociale, et je sais bien une règle de base, c'est que ce qui existe quelque part n'est pas transférable ailleurs par principe. Je dis bien par principe, il n'est pas transférable, pour des raisons culturelles, historiques, etc. Par contre, il n'y a rien qui empêche un système éducatif, scolaire et enseignement supérieur, parce qu'à mon avis, c'est plus une problématique d'enseignement supérieur que vous avez posée qu'une problématique du ministère de l'Éducation nationale. Je m'explique. Excusez-moi s'il y a des approximations. J'aurais pu préparer ceci, mais ce n'était pas la commande de départ. En tout cas, ce n'était pas mon objectif. La Manouba, par exemple, et votre université, vous avez une formation à travers un Institut national de documentation et une déclinaison de 2 ou 3 licences, me semble-t-il. Rien n'empêche l'enseignement supérieur, en partenariat avec l'éducation nationale tunisienne, rien n'empêche de créer une licence dans la future offre que vous aurez à coloration bibliothèque scolaire. Rien n'empêche non plus que vous puissiez concevoir des licences avec un socle commun de culture commune en L1 et ensuite de proposer des cheminements plus spécifiques en L2, L3, faisant qu'à la sortie de L3, des universitaires, des étudiants diplômés de l'université de Tunisie et de l'Institut national de documentation puissent se dire voilà, nous avons une licence équivalente des 2 autres ou 3 autres licences existantes, mais avec une coloration bibliothèque scolaire. Si les ministères travaillent ensemble, et c'est pour ça qu'on crée des accréditations actuellement. Alors moi j'ai l'habitude de dire que je travaille pour la Côte d'Ivoire en ce moment par exemple pour une réforme majeure dans ce pays. Je dis bien que l'accréditation n'est pas transférable. Il ne s'agit pas de revendre l'accréditation française qui est inspirée des Nord-Américains notamment fortement, etc. Il y a des adaptations nécessaires. Mais rien n'empêche un État qui veut faire une politique ambitieuse, et pour moi politique ambitieuse c'est une politique sur une génération, c'est-à-dire que là je ne vous parle pas de la rentrée prochaine, je vous parle de raisonnablement 2032, 2034. C'est ça l'objectif de la vision politique. La vision politique, souvent, c'est de se faire élire au prochain mandat. Mais je ne parle pas de ça. Mon propos était justement d'imaginer, d'éviter les impasses de systèmes éducatifs ailleurs dans le monde, et à travers votre identité, votre force, de militer pour un modèle qui est tenable à long terme, et surtout qui assure une vraie transition. C'est de ça dont je parle. Donc si vous visez 2032, vous avez toute la latitude de revoir vos maquettes en licence, de faire une licence tronc commun en L1, spécialisation en L2, spécialisation encore plus en L3, et surtout, de vous assurer qu'un étudiant qui sort en L3 avec une coloration bibliothèque scolaire ne soit pas déprécié sur le marché de l'employabilité au regard des 2 autres licenciés. Mais ceci, c'est pas vous qui allez décider en tant qu'universitaire, ce seront les présidents d'université, les présidents de la Confédération des universités, les organismes qui sont appelés à qualifier les enseignants-chercheurs aussi, et surtout, bien entendu, aussi, à faire que le licencié 3 spécialisé bibliothèque scolaire puisse entrer tout à fait normalement en master. Il a même le droit d'aspirer un jour à faire une thèse. Je me permets de vous interrompre parce que juste après, il y a un atelier entièrement consacré à la formation, justement. Voilà. Donc, c'est mieux reporter. Mais juste vraiment, j'insiste parce que c'est une question fondamentale et je ne veux surtout pas passer pour quelqu'un qui donnerait ou des leçons de socialiste. J'insiste lourdement là-dessus. Ça, c'est un enjeu majeur de formation des étudiants. Ensuite, ceci ne peut être couplé qu'avec une volonté d'un ministère qui va flécher des moyens dès le départ sur une priorité nationale qui est les bibliothèques scolaires. Et ça, excusez-moi de vous le dire, mais quand on est capable, dans un système éducatif, quel qu'il soit, de miser massivement, par exemple, sur le numérique, y compris quand le numérique ne sert à pas grand-chose, il y a des systèmes éducatifs sur ce continent qui ont investi massivement autour du TBI, du tableau blanc interactif, alors que vous avez la moyenne de 1 ou 2 latrines pour 100 élèves, c'est un choix de société qui est fait. Et si vous investissez dans les TBI plutôt qu'une cantine scolaire, un jardin coopératif ou un Fab Lab, c'est un choix que vous faites politiquement.
Donc moi, j'alerte juste sur le fait que nous nageons dans une utopie, par exemple, du numérique, et que peut-être qu'en termes d'apprentissage, de citoyenneté, de rapport à l'information, à la lecture et au savoir, le curseur, il faut peut-être le positionner ailleurs, à partir d'étudiants recrutés et qui ont été véritablement formés. Merci. J'espère que nous allons poursuivre ce débat sur la formation. Oui, non, mais j'espère que nous allons poursuivre ce débat sur la formation dans un atelier consacré à la formation tout à l'heure. Monsieur a demandé la parole. Une petite question. Oui, depuis tout à l'heure. Et puis, ne sortons plus du sujet des interventions. Essayons de rester dans la ligne, quoi, des axes. Merci. Que je veux vous remercier d'abord pour l'invitation et pour cette organisation. Et je m'adresse à C. Mohamed pour dire que les statistiques, c'est bien, on peut le faire et ça donne des résultats. Mais ce qui intéresse plus, c'est, si vous voulez, orienter ces statistiques vers le livre même qui est à la portée des élèves. Parce qu'on peut entrer dans des bibliothèques, on peut trouver pas mal de livres, mais des livres du XVIIe. On peut trouver Molière, Shakespeare, Victor Hugo, Jahar, Ma'ari, mais où sont les livres de nos jours? Un. Deux, et ça c'est très grave, mais malheureusement, ça existe dans nos bibliothèques et chez nos collègues. On peut trouver même des livres de terrorisme. Et merci bien. Que c'est pas les statistiques, parce que là, dans les statistiques que j'ai données, on sait bien que dans les bibliothèques, on va trouver un titre avec 50 exemplaires, etc. Donc, et aussi la qualité de ces livres-là, donc si vous voulez, la date de l'édition, leur intérêt, le contenu, etc. C'est pour cela que j'ai insisté sur la commission des bibliothèques et sur la mise à jour et l'enrichissement du fonds, l'enrichissement continu du fonds pour avoir un fonds à jour, etc. Pour la deuxième remarque, c'était voilà ce que j'ai dit. Il y a des livres. Ah, le terrorisme, je suis tout à fait d'accord que, oui, là, c'est le rôle des commissions des bibliothèques qui examinent toute entrée de documents dans la bibliothèque. C'est un filtre dans les... Tout à l'heure, on en a parlé, j'ai entendu parler la semaine dernière, je pense, c'était un directeur d'école qui a trouvé un temps, je ne sais pas de qui, et qui, voilà, des Jandouba, et qui était avec sa voiture, ou il a loué une voiture, pour prendre ce fonds-là. Il a été arrêté par des agents de police, et c'était des documents sur la manière de constituer des bombes, etc. Donc c'est du terrorisme. Dans des établissements scolaires. Et c'est malheureux. C'est malheureux, voilà. Bon, une dernière question, monsieur Brel. Juste une information pour M. Vincent. Matin, il a fait une réunion avec ses compatriotes, donc une information qui entre dans le cadre de sa success story. Il a posé une question. Quel est celui qui détient le monde? Il a répondu après un certain temps, c'est celui qui détient l'information. Quel type d'information précise, concise et pertinente? Chahlel, Salim, pardon, madame Chahlel. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas remarqué? Ça m'a pardon. Bonjour, bon après-midi. Aller au fond du problème. Le fond du problème est très simple. Il y a une petite difficulté en Tunisie, j'insiste qu'elle soit petite,
elle n'est pas très importante, j'espère qu'elle ne sera pas très importante dans les prochains jours, c'est la question fondamentale du fond de l'enseignement qui est donné en Tunisie. Ça veut dire le corps de l'enseignement, le corps de la discipline des sciences sociales, des sciences humaines. C'est ce fond-là qu'il faut, à mon sens, remettre en cause aujourd'hui en Tunisie. Il est d'autant plus important que sa remise en cause est elle-même importante. Pour quelle raison? Parce que je crois savoir qu'à ce jour, même après 8 ans de révolution, je constate qu'en Tunisie, il n'y a pas une remise en cause au niveau de notre histoire, l'histoire de la Tunisie. On s'accroche encore à des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Je crois qu'il faut remettre en cause beaucoup de choses pour éventuellement mettre ce pays sur la pente et essayer de s'en sortir. On ne peut pas constituer un peuple sans identité. Parce que là, si un peuple n'a pas d'identité, il ne s'agit plus d'un peuple, il s'agit d'une population. Or, une population, ce n'est pas le cas de la Tunisie. C'est un peuple qu'il s'agit. Et donc, d'une histoire commune qu'il faut connaître. Et à ce niveau-là, je crois que l'école tunisienne n'a pas réussi. C'est dommage. Elle n'a pas seulement réussi sur le plan du corps des sciences humaines. Nous sommes en Afrique, par exemple, et nous ignorons notre continent. Nous n'avons aucune idée de l'histoire de l'Afrique. Je défie quiconque, ici même, qui ose me dire et de me parler de l'histoire de l'Afrique. On connaît très bien la France, on connaît très bien l'Europe, mais on ignore ce que nous sommes. Et ça, elle a besoin d'être révisée. J'insiste, c'est très important. Il faut qu'il y ait une relecture, aussi bien de l'histoire que du socle même des sciences humaines. Je vous remercie. بداية أحب أن أعرب عن سعادتي وتشكري لكل الحضور الكريم وللسادة منظمي هذا المحفل وهذا الملتقى الدولي. بطبيعة الحال المكتبات المدرسية لعلها تعتبر بالنسبة خاصة للمجتمعات العريقة هي النواة الأساسية التي يبدأ بها التلميذ حياته الدراسية والتعلمية. لذلك أثار انتباهي موضوع هذا الملتقى اللي يتعلق بالمكتبات المدرسية، وبالضبط يعني حبيت يكون الاهتمام حول الأساليب التعليمية الحديثة. هذا ما يعبر عنه العنوان: أدوار المكتبة المدرسية لتطبيق الأساليب التعليمية الحديثة. نموذج ستيم أو ستيم ونموذج التعليم المصغر على اعتبارها يعني بضعة نماذج حديثة. بداية موضوع ستيم هو موضوع حديث إلى حد ما، ولا أدعي أنه يطبق فعلا في مكتباتنا. الدراسة هي دراسة نظرية وليست ميدانية. إذن الأساليب التعليمية الحديثة تحتم علينا أو تحتم على المكتبة وطاقم التدريس و يعني التلاميذ والجميع على الجميع أن يتحول بفكره نحو الأساليب التعليمية الحديثة ونحو تطبيق التكنولوجيا، يعني من أجل الابتعاد على الطريقة التقليدية والتلقين الجاف. وهنا بطبيعة الحال على الجميع أن يفكر في تحوير أو تغيير دور المكتبة المدرسية، فلا يبقى حكرا على تقديم الكتب أو
المقررات الجافة، إنما الهدف هو أن يتحول بتحول الأساليب المطبقة. هنا بطبيعة الحال يأتي دور المكتبة كمكمل لهذه العملية، وبطبيعة الحال ننطلق من السؤال: ما هي الأدوار المتوقعة من المكتبة المدرسية من أجل تطبيق هذه الأساليب التعليمية الحديثة؟ هذه الورقات المقبلة فيها ما يلي: أولا شرح للمسميات العامة للمكتبات المدرسية، لماذا هذا التحول، كذلك شرح للأساليب التعليمية أو بضعة أساليب تعليمية على رأسها طبعا ستيم أو ستيم، وكذلك التعليم المسطر. وبطبيعة الحال تختم الدراسة ببعض المقترحات التي تجعل من السهل على المكتبة المدرسية تطبيق أو مساهمة في تطبيق هذه الأساليب. بداية، ما هو التدريس المسطر؟ ببساطة يمثل محاولة تقديم محتوى معين في فترة صغيرة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ولفئة من المتمدرسين أو التلاميذ تتراوح كذلك من 5 إلى 10 طلاب، في ورشة صغيرة يمكن تحديد بالضبط أهدافها وتحديد الجوانب المتوقع توصيلها للتلميذ. ما يميز هذه الطريقة هو أن إمكانية التسجيل الصوتي أو التسجيل بمقطع الفيديو من أجل التقييم المباشر، ومن أجل كذلك تكرار أو إعادة مشاهدة المقطع مرارا حتى يتسنى للتلاميذ الفهم أكثر من مرة، أو إعادة مشاهدة الفيديو لأكثر من مرة حتى يتوصل الهدف الرئيسي هو الفهم والاستيعاب. إذا STEM، ماذا نقصد بالSTEM؟ هو إدماج، باختصار يعني هو إدماج مجموعة من التخصصات ضمن سيناريو واحد. إذا الأس تمثل Science, Technology and Engineering and Mathematics. إذا مجموعة هذه الكلمات لخصت في STEM من طرف العالمة الأمريكية جوديث راملي، ثم تم إضافة الفنون R، بالتالي أصبح اسمه STEAM. كيف يمكن تطبيق هذه الطريقة؟ باختصار، لعل التصور يكون صعب، لكن إذا تخيلنا الآن أن الهيئة التدريس تفكر في تقديم محتوى معين، يمكن أن تقدم في سيناريو واحد، يعني في اجتماع لهيئة التدريس يقدم في سيناريو واحد. راح يكون المدرس في العلوم يعني يبدأ نفس المنطلق مع نفس السيناريو، وأستاذ أو المعلم المكلف بمجال التكنولوجيا أو غيره سوف يقدم المحتوى على أساس تكنولوجي. في حصة الفنون، في الفنون نقصد بها كل ما هو فن، يعني ممكن يدخل فيها الشعر، المسرح، الأدب، طريقة تقديم الخطابة في نفس الموضوع. والرياضيات لعل الأمر يتضح بمثال، يعني مثلا لو أراد يعني هيئة التدريس تقديم محتوى في طبق مجهز لستام، مثلا يمكن أن يعبر التلميذ في حصة الفنون بقصيدة شعرية تتحدث مثلا عن علم الجريمة، أو مثلا يعني مجال من المجالات. في الجانب في الدرس العلوم يمكن أن يتصور التلميذ سيناريو حول مثلا جريمة وكيف يمكن حلها علميا، يعني مخبريا.
في التكنولوجيا كيف يمكن أن تكشف على كيف يمكن أن تكشف التكنولوجيا مثلا نظام التعرف على الوجوه face recognize. كذلك في الرياضيات يمكن أن يستعمل الأساليب الإحصائية إلى غير ذلك من أجل حل نفس المشكلة، لكن تحت سيناريو واحد. إذا كان الفضل طبعا لإدخال المنهج STEM أو STEAM على حسب الاصطلاح يعني من طرف المجلس الوطني الأمريكي للعلوم، وخطة إدراج هذه المناهج يمكن أن تصل حتى إلى 10 سنوات. يعني كما كان يقول الدكتور قبل قليل يعني النظرة حتكون استراتيجية للمستقبل. إذا تحول هذا حتى إذا كان استغرق 10 سنوات لكن يمكن تقسيمه. مثلا المرحلة الأولى يمكن أن تقدم على 2 سنين، يعني كوحدات صغيرة محددة، تكون التغيرات هنا بسيطة لكنها ملموسة، يمكن أن تلمس يعني على مدى متواضع لكن أثرها حيكون كبير. المرحلة الثانية يمكن الشروع أو التأكيد على تغيير السياسات والبرامج والتطبيقات. المستوى العام ممكن حتى تستغرق إلى مدة 6 سنوات. المرحلة اللي بعدها راح تتضمن بناء القدرات حول تطوير البرامج والتكنولوجيا، ممكن أن تصل حتى إلى 2 سنين. المرحلة الرابعة تقويم. طبعا لا يمكن أن يكون هناك مشروع بدون تقويم أو ليفالياسيون لهذا المنهج، خاصة فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي أساسا، يعني في المرحلة المدرسية. بالنسبة للمتطلبات، يعني لعل المتطلبات هذه راح ما تتعلقش أو لا تتعلق بالأدوات بقدر ما تتعلق بالعقلية أو الرؤية. إذا لابد أولا من تغيير رؤية تدريس كل من المواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، فلا تصبح تعتمد على المعارف بقدر ما تعتمد على التطبيقات العملية. كذلك التفكير في تغيير طرق التدريس من حيث إدماج المتعلمين، خاصة فكرة حل المشكلات، يعني استراتيجية حل المشكلات، والتفكير في والتفكير النقدي والتفكير الإبداعي، يعني نقد المعلومات، نقد الأفكار، وكذلك يعني إفساح المجال في الإبداع. يعني بهذا نؤكد على ستيم لازم تكون بالآ، يعني مع حرف الآ وليس ستام. كذلك تغيير رؤية الأهداف العامة التي تتعلق بالعلوم والرياضيات وتطبيقات التكنولوجيا، بحيث على الجميع أن أفراد المجتمع وليس يعني فقط لفئة معينة من الصفوة يعني أصحاب المال، يعني أبناء ولا أصحاب الصفوة العلمية فقط ولا النخبين، بل هنا يجب التفكير في إدماج جميع أفراد المجتمع على حد سواء من مبدأ المساواة ومبدأ يعني إفساح المجال للجميع. كذلك لعل هنا بالضبط في هذه النقطة تظهر لماذا كان العنوان بدمج التعليم مع الحياة. إذا لابد من التفكير في قضايا سيناريوهات تخدم الواقع وتخدم المجتمع. إذا المكتبة المدرسية لا أدري إذا كان هناك حاجة لتعريفها فهي غنية عن التعريف، لكن هناك فقط الحاجة لمعرفة المسميات. بما أننا نريد مكتبة توافق أو تواكب الأساليب التعليمية الحديثة، لعل أهم المصطلحات اللي هتصادفنا هي المكتبات الشاملة. كذلك
مراكز مصادر التعلم كما يعني ورد في الصبيحة، يعني وكذلك العديد من المصطلحات التي يعني اختصرها أو أشار إليها دكتور مدحت كاظم. مركز وسائل السمعية البصرية، مركز الأوعية المكتبية، مركز المواد التعليمية، وكذلك المكتبة الشاملة كما سبق الإشارة. تبدو هذه المصطلحات تميل نحو المجال الإلكتروني واستخدام الوسائط المتعددة واستخدام المصادر الرقمية، لكن ليس هذا هو الهدف الرئيسي. يعني الوسائط هي مجرد وسيلة وليست هي الغاية وليست هي الهدف من التغيير، لكن حتى نكون صادقين يعني هذا الأمر لا مفر منه، يعني لا بد من المواكبة، لا بد من يعني لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المصادر الحديثة. إذا المكتبة المدرسية ومركز مصادر التعلم. ولماذا التحول من الصيغة التقليدية لمكتبة مصادر التعلم؟ هنا بطبيعة الحال لأنه أصبح الجميع لا يهتم فقط بالكتاب الورقي، فهناك وسائط أخرى من وسائط التعلم كالخرائط والمجسمات والصور ويعني المصادر التي تعتمد في قراءتها على الأجهزة القارئة مثل الحاسوب والتابلت إلى غير ذلك، وظهور الوسائط الحديثة. إذا ويمكن اختصار طبعا المهام في توفير مهام المكتبات والمدرسية ومراكز مصادر التعلم في توفير المصادر ومساعدة هيئة التدريس والطلاب على الوصول إلى هذه المصادر، كذلك تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق باختيار الوسائل، وكذلك تقديم التسهيلات فيما يتعلق بإنتاج الوسائل التعليمية. يعني ممكن لا يكتفي المكتبة فقط في يعني إتاحة وتوفير، وكذلك في إنتاج مصادر التعليم. إذا نأتي الآن لتصور أدوار المكتبة المدرسية لدعم الأساليب التعليمية الحديثة. إذا تصورنا اليوم هل يمكن للمكتبة أو جهوزية المكتبات في يعني للوصول إلى الهدف اللي هو المواكبة أو تطبيق وتفعيل الأساليب الحديثة مثل على غرار يعني ستيم والتعليم المصغر، نجد أنه عليها أن تدعم أولا التعليم الذاتي حتى يتمكن التلميذ من الحصول على شيء من الاستقلالية. كذلك تدعم التعليم المباشر اللي ممكن يكون حتى لايف يعني عبر الأقمار الصناعية، وكذلك التعليم المدمج اللي هو مختلط بلاندد، وكذلك التعليم المعكوس فليب. إذن بالإضافة إلى المساهمة في إنتاج وتصميم المواد التفاعلية الرقمية مثل أفلام الكرتون والفيديوهات والإنفوغرافيك سواء كان العادي أو المتحرك، كذلك المساهمة في النشر الرقمي. نقاط تتعلق بالإدارة والتجهيز، لابد على المكتبة أن تساهم في إدارة وتجهيز كل من قاعات التدريس الافتراضية وكذلك المختبرات الافتراضية. فيما يتعلق الأدوار التشجيعية للمكتبة فيمكنها أن تساهم في دعم وتشجيع حركة الترجمة، كذلك دعم وتشجيع إثراء المحتوى التعليمي الرقمي ممكن حتى باللغة العربية يعني بسبب ندرته وصعوبة الحصول عليه. كذلك بما يتعلق بالجانب التحفيزي كاين ما يسمى بالجيميفيكيشن أو الألعاب التحفيزية، وهي صورة من صور التعليم الحديثة بالاعتماد على طبعا الألعاب. فكرة الويب كويست أو الرحلات المعرفية هي عبارة عن موقع يشمل مصادر معينة ويمكن للتلاميذ أن يتعلموا ذاتيا. هذا أيضا يمكن أن توفره المكتبة عن طريق يعني التصميم والإخراج وكذلك الإتاحة وتنظيم المعلومات، بالإضافة إلى إرسال الواجبات بشكل دوري.
وهنا يعني يتمكن الطالب من ممكن حل أو دراسة المنهج بكامله، ممكن حتى لوحده، ليس يعني إلغاء لدور الأستاذ أو لدور المكتبة، لكن بالعكس هنا إدماج دور هؤلاء، بحيث أن المعلم راح يشارك في صناعة المحتوى والمكتبة تساهم في إتاحته. كذلك توفير التطبيقات الإلكترونية بطبيعة الحال مثل شوبي وجو كلاس. فيما يتعلق بتوفير الوسائل التحفيزية، يمكن للمكتبة أن تكون مكان لبعض الأدوات التحفيزية مثل دولاب الدوار لوضع القرعة الراندوم، وكذلك كلاس روم تايمر من أجل يعني توفير حافز للتلاميذ لتسريع التفكير، يعني سرعة البديهة ويعني سرعة الرد، يعتمد على طبعا هناك فروقات الفردية. يمكن كذلك المكتبة أن توفر تطبيقات الكليكرز اللي هي أسلوب تعليمي يعتمد على جهاز كمبيوتر وتحميل التطبيق كما هو موضح يعني الصورة نتاع التطبيق الابليكاسيون تاع الكليكرز، وكذلك جهاز التقاط، لأنه راح يتم التقاط الإجابات بشكل مباشر. والصورة هنا تشرح أن المعلم يقف في الصف ويقوم بالتقاط الإجابات في الحين، تعرض الإجابة على الشاشة بدون يعني إضاعة للوقت. والتلميذ هنا يتعلم المنطق الخطأ والصواب، يعني ممكن يكون الإجابة تاعه صحيحة فهو صحيح، ويمكن أن تكون الإجابة تاعه خاطئة فيتعلم من أن زملائه أجابوا الإجابة الصحيحة. كذلك أحد المناهج الرائدة منهج ماريا مونتسوري التي وضعت الألعاب التحفيزية أو الجيميفيكيشن، أو وضعت بعض الألعاب اللي تساهم في تطوير الذكاء لذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وكذلك الأطفال يعني العاديين. باستخدام استخدام هذه الأدوات أو يرغم المكتبة أو يجعلها يعني مجبر على أن توفر هذه الأدوات ضمن رصيدها، فلم يصبح الرصيد حكرا فقط على الكتب. كخلاصة إن صح التعبير، فكحوصلة لأدوار المكتبة المدرسية، يمكن أن نقول أنه بما أنه العالم أو يقال أن العالم مصمم ليناسب الكبار، يعني حتى لما نذهب نجد أنه خلاص إذا العالم مصمم ليناسب الكبار بطبيعة الحال، يعني كما راكم تشوفوا الكراسي أو الطاولات أو الخزانات أو كل شيء مناسب للكبار، فالطفل الصغير يمكن أن لا يصل إلى الرف أو لا يمكن أن يصل إلى فتح الخزانة أو حتى إلى الصعود ممكن على كرسي عادي. لذلك على الأقل يعني أضعف الإيمان أقل شيء يجب تطويعه ليناسبهم على الأقل في المكتبات والمدارس. كذلك ننادي دور المكتبة أن تنشئ وتفعل مكتبة المتفوقين، ليس يعني لفصلهم، بالعكس يعني ليس فصل هؤلاء، لكن هؤلاء المتفوقين يمكن يحتاجوا إلى عناية خاصة، حتى أنه إذا صنفناهم ممكن قد يعني عذرا على العبارة كي يعتبر متفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليس للتقليل من هؤلاء ولا يعني فصل هؤلاء، لكن يجب العناية بهؤلاء من حيث المصادر وغير ذلك. كذلك توصية إن صح التعبير على المكتبة المدرسية أن تكون متحركة، لا نقصد هنا المكتبة المتنقلة، لا نقصد المكتبة المتنقلة إنما أن تكون متحركة بين الفصول أو متنقلة بين الفصول. يعني سمعت في الصبيحة أنه العديد تكلم على مكتبة الصف أو مكتبة الفصل، إذا هنا يجب أن تكون المكتبة يمكن وضعها داخل الصف إذا كان هناك أكثر من نسخة لما لا توضع في كل الصفوف، أو يعني إدارة المحتوى، إدارة الأدوات حتى يمكن وضعها يعني في كل صف عند الحاجة.
يعني أشكركم على حسن الاستماع. Donc, merci. La réponse, c'était surtout centrée sur comment reconnaître un enfant surdoué ou un enfant qui porte un handicap quelconque. Et donc, comme Madame a demandé un exemple concret, Madame a répondu à quelqu'un dans la famille qui était malentendant, mais les parents ne se sont pas rendus compte, etc. Donc, il faut surveiller l'enfant et informer l'enseignant, etc. de la situation de cet enfant pour un meilleur suivi, un meilleur accompagnement. Nous allons à la pause café et nous revenons si vous permettez. Merci.